3 objectifs par rapport à cette soirée. Le premier, donc, c'est de rendre hommage à ces héros ordinaires, dont vous avez là une galerie très diverse. Stéphanie Gibault, qui devait être parmi nous ce soir, dit souvent que passer à l'acte, donc dénoncer un scandale, et devenir donc lanceur d'alerte, c'est une forme de suicide moral, physique et financier. Un des objectifs donc, de ce soir, c'est de rompre avec cet isolement, de rompre avec cette fatalité, pour voir ce qui est possible au niveau législatif en termes de protection et au niveau également de la mobilisation citoyenne. Deuxième objectif, c'était, dans cette ville, Marseille, de libérer la parole. On est dans une ville qui est gangrénée par le clientélisme, par l'affairisme, par la corruption également. Et donc l'idée, c'est, dans cette ville aussi, de mobiliser donc, les citoyens qui peuvent être témoins donc, de dysfonctionnements, que ce soit dans la gestion des services publics, dans d'autres domaines, et donc de leur permettre de franchir le pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis en place un atelier qui est une forme de... On voulait que ce soit une espèce de camp d'entraînement, de confessionnal également, pour que des personnes puissent, sous couvert d'anonymat, prendre la parole, énoncer un dysfonctionnement, et être aiguillées par, on va dire, des experts de l'alerte, pour donc le lancement de leur alerte. Deuxième objectif de la soirée, c'était de réunir des lanceurs d'alerte de différents continents, et on est très content qu'il y ait ce soir des représentants de la plateforme africaine des lanceurs d'alerte, qui est assez exemplaire en termes d'organisation, malgré sa jeunesse. Et donc l'idée c'était, et le MUSEM est en tant que phare culturel de ces relations euro-méditerranéennes, c'était le lieu idéal donc, pour faire ce pont entre le continent européen, la mobilisation des lanceurs d'alerte en Europe, et celle qui existe également côté africain. Et puis, donc voilà pour les différents objectifs, les 3 objectifs de cette soirée. Alors je vais faire un descriptif un peu de la soirée. Vous avez donc les 4 débats que je vais énoncer tout à l'heure, les 4 grandes plénières qui ont lieu dans l'auditorium. Mais vous pourrez également, au cours de la soirée, déambuler donc, dans l'espace Agora pour visionner. Donc il y a 2 films qui vont être projetés. Il y a un film qui est en fait plusieurs petits documentaires, plusieurs petits portraits de lanceurs d'alerte qui va tourner en boucle à l'entrée du MUSEM. Il y a également un autre film qui va être projeté à plusieurs reprises, à 2 ou 3 reprises, qui est Meeting Snowden de Flore Vasseur, qui est passé l'an passé sur Arte, et donc qui sera projeté tout au long de la soirée. Et puis par ailleurs, il y a un forum associatif, donc vous pourrez rencontrer les ONG, les associations qui se battent pour la protection des lanceurs d'alerte. Vous pourrez également vous restaurer sur place. Et puis donc, pour ceux qui le souhaitent et qui ne se seraient pas encore inscrits, vous pouvez encore vous inscrire pour l'atelier, donc le fameux confessionnal des lanceurs d'alerte. Il y a encore un peu de place, c'est à l'accueil du MUSEM pour participer à une session de cet atelier des lanceurs d'alerte. Donc la soirée, il y aura 4 grands temps. Le premier temps, donc animé par François, qui sera en fait une présentation de la diversité d'un panel de lanceurs d'alerte qui présenteront leur combat, qu'est-ce qui a déclenché leur alerte. Le deuxième temps, ce sera une table ronde qu'on a baptisée « Alerter pour agir ». Donc comment est-ce que les lanceurs d'alerte ont lancé leur combat? C'est un peu la méthodologie, un mode d'emploi du lancement d'alerte, avec également les obstacles auxquels ils sont confrontés, les parades qu'ils ont pu imaginer pour que cette alerte passe sur la place publique. Le troisième débat, donc c'est la première fois que dans le cadre d'un forum sur les lanceurs d'alerte, on a ce débat, c'est sur le rôle des médias dans le lancement d'alerte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose pour les journalistes d'investigation, pour ceux qui mènent des enquêtes, avec les menaces qui pèsent, avec les nouvelles lois notamment, sur la protection des sources notamment. Et puis une autre entrave, c'est la directive qui vient être transposée prochainement en droit français, la directive du secret des affaires qui a été votée il y a un an au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est la troisième table ronde qui aura lieu dans cette salle. Et puis enfin, quatrième débat, c'est la table ronde sur la protection juridique des lanceurs d'alerte. On fera un état des lieux de l'existant avec la loi Sapin, qui est toute récente, qui a été votée il y a un an, mais qui entre en vigueur il y a quelques jours. Et puis sera évoqué également, avec l'auteur du rapport au niveau du Parlement européen, sera évoqué également donc la législation qui est en gestation au niveau du Parlement européen pour harmoniser le droit au niveau européen, sachant qu'il y a uniquement 6 États qui ont une législation spécifique de protection des lanceurs d'alerte. Voilà, bonne soirée à tous, merci et à toi François. Une galerie de délivreurs d'alerte
qui va nous montrer qu'au-delà des nouvelles définitions officielles reconnaissant le statut de lanceur d'alerte, à savoir les définitions de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi en droit français, ça vient d'être appliqué à partir de janvier, la loi Sapin 2, en fait, il existe un éventail extrêmement large de formes de ce nouveau phénomène d'irruption citoyenne dans les rouages traditionnels du pouvoir. Nos 8 invités qui sont ici ont de nombreux points communs, mais un des principaux, c'est qu'ils prennent la parole quand les autres se taisent. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent un jour le risque de sacrifier leur carrière, leur confort, leur vie privée pour dénoncer ce qui leur semble injuste au nom de l'intérêt général. Je vous les présente pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ici, à côté de moi, nous avons Jean-Luc Touly, ex-salarié de Veolia et animateur du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Non, 2C. À ses côtés, Thomas Dietrich, ex-secrétaire général démissionnaire de la Conférence nationale de santé. Barbara Allen, directrice scientifique de l'étude Fausse Ebséal, elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Karim Ben Ali, transporteur routier, lanceur d'alerte sur les produits toxiques déversés sur un site ArcelorMittal. Pierre-Alain Manoni, à ses côtés, association Roya Citoyenne, condamné pour délit de solidarité avec les migrants. Olivier Dubuquois, géographe et lanceur d'alerte sur notre plus beau scandale régional, ou un des plus beaux, celui des boues rouges. Daniel Ibanez, lanceur d'alerte contre le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Et pour finir, Raymond Avrier, lanceur d'alerte de la gestion de l'eau à Grenoble. Voilà, de nombreux invités au cours de cette plénière, donc, ils vont nous faire partager les raisons de leurs engagements, du déclic peut-être qui a tout déclenché dans leur démarche, des obstacles rencontrés et des conséquences sur leur vie. Alors nous avons 1 heure, c'est peu, d'autant plus qu'il est hors de question de retarder les tables rondes suivantes. Pour ce faire, je me suis équipé discrètement d'un petit chronomètre et d'une petite clochette un peu moins discrète, que j'espère on n'entendra pas, puisque chaque intervenant disposera de 3 minutes pour chaque intervention. C'est peu, ça va pas être facile, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Il est l'auteur donc de plusieurs ouvrages sur la corruption, dont Les recasés de la République et L'armoire est pleine, le scandale des rapports secrets de la République. Vous n'êtes plus salarié de Veolia, mais vous le fûtes, et en tant que salarié, vous avez été confronté aux pratiques occultes dans la gestion de l'eau. Depuis, vous vous efforcez de démontrer que le système de gestion de l'eau en France est plutôt mafieux. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi la gestion de l'eau ne sert pas l'intérêt général et quelles sont les raisons de votre engagement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre l'exemple de Marseille, parce que j'ai fait pas mal de voyages un peu partout, et c'est peut-être l'endroit où la corruption, les conflits d'intérêts, les dérives, les dysfonctionnements entre les élus de gauche et de droite et mon ex-société, puisque j'y ai travaillé 41 ans avec un licenciement au milieu, fait que il y a eu des dérives phénoménales en termes de prix, en termes de renouvellement des réseaux, de fuite dans les réseaux. Et tout ça m'a conduit au fait que le président du conseil de cette Société des eaux de Marseille, qui appartient à 100% à Veolia, n'est autre que le président du Conseil mondial de l'eau, qui est la plus haute institution, au-dessus, pas au-dessus, mais parce que l'ONU ne s'occupe pas du problème de l'eau dans le monde. C'est donc ce Conseil mondial de l'eau, basé à Marseille depuis une vingtaine d'années, qui organise des forums mondiaux, à peu près dans tous les pays. Ça a eu lieu à Marseille en 2012.
Et c'est une foire commerciale en faveur de la gestion privée de 3 multinationales qui ont été créées pour Veolia en 1853, pour la Lyonnaise des Eaux Suez en 1880 et pour la Sœur, qui a longtemps appartenu au groupe Bouygues, donc tout ça des groupes extrêmement honnêtes évidemment, depuis 1933. Et c'est un partage des marchés qui s'est constitué depuis la Seconde Guerre mondiale particulièrement, et à Marseille, la Société des Eaux de Marseille a appartenu pendant plus de 50 ans, plus de 60 ans, moitié à Veolia, moitié à Suez. Et puis à partir de 2011, c'est Veolia qui gère l'eau à Marseille, et la CERAM, qui est la filiale de Suez pour l'assainissement. Et je voudrais saluer l'action d'un certain nombre d'élus écologistes sur Marseille, qui ont gagné au mois de juin dernier, le tribunal administratif de Marseille, le remboursement par Veolia de 2,1 millions d'euros de rachat des compteurs indûment payés par la communauté urbaine de Marseille à Veolia. Mais derrière ça, on voit quand même des personnalités, en dehors de M. Fauchon, M. comme Guérini, enfin, que des gens d'une grande honnêteté, une grande probité, comme vous le savez tous. Et donc c'est ça qui m'a fait qu'en tant que salarié et syndicaliste, d'abord à la CGT, mais malheureusement la CGT de Veolia a été financée par la direction de mon entreprise, je suis passé à AIFO. Mais AIFO à Marseille, c'est un peu particulier aussi. Donc j'ai fait aussi des livres sur les syndicats, sur le financement des syndicats. Et puis je suis rentré à la fondation Daniel Mitterrand, pour justement, d'abord, avant la fondation de Mitterrand, j'ai adhéré à ATTAC dans les années 99, et on a fait un certain nombre de réunions publiques, où on était une dizaine, sans élus, pour justement expliquer que la gestion privée était évidemment au détriment des usagers, qui sont devenus des clients, mais qui était évidemment très intéressant pour ces multinationales, parce que ces multinationales qui avaient été créées au XIXe siècle, dans l'eau, puis dans l'assainissement, puis dans les déchets, puis dans le transport urbain, puis dans le chauffage urbain, puis à la télévision, puisque la télévision Vivendi c'était Canal+, Suez c'était M6, et TF1 c'était le groupe Bouygues qui était donc dans le groupe de la SOR, qui est le numéro 3 mondial de l'eau. Donc tout ça a fait que, en tant que salarié, je trouvais que c'était absolument injuste, et j'ai été voir un certain nombre d'élus de gauche dans un premier temps, parce que c'était plutôt mes convictions, et j'ai vu que ces élus de gauche, particulièrement les élus communistes, ne faisaient rien, tout simplement parce que Veolia finance jusqu'à encore aujourd'hui la fête de l'humanité, et donc en contrepartie, évidemment, c'est difficile d'intervenir. Donc je ne peux pas attaquer le Parti communiste, mais je veux dire, les liens qu'il y a entre les partis politiques, les 4 grands partis politiques, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et ma société, a fait que je trouvais ça absolument impossible à résister. Et je terminerai en disant que le combat que j'ai mené depuis une vingtaine d'années, avec plein d'autres, dont Raymond Avril qui est là, moi, à la différence de Mme Gibault, qui en a subi des conséquences terribles, moi, ça a été un vrai plaisir de dénoncer toutes ces opérations mafieuses. Merci. Des sciences et technologies et professeure au Virginia Tech University de Washington, D.C. Elle est la directrice scientifique de FOSS EPSEAL. Alors, qu'est-ce que c'est que FOSS EPSEAL? C'est une étude participative en santé-environnement ancrée localement. La particularité, c'est que c'est pluridisciplinaire, donc il y a une approche sociologique, anthropologique et épidémiologique, et ça porte donc sur la santé des habitants des villes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous devinez qu'il y a matière. Il faut savoir que la particularité, c'est que cette étude était soutenue par une agence nationale de sécurité sanitaire, donc je vais lui donner la parole pour nous en parler. La particularité, c'est qu'elle est anglophone, alors elle ne souhaite pas s'exprimer en français. Elle va nous faire la performance de nous faire un PowerPoint en français, commenté en anglais, pas facile, et traduit en secours par sa traductrice préférée. Donc PowerPoint. Okay. Next slide. So, participatory science can be the whistle that citizens can blow. To make participatory science can be a very powerful voice for local residents and for citizens. The context of the project FOSS EPSEAL was that these citizens living in Port-Saint-Louis and in Fos-sur-Mer knew that they were ill, that they had many illnesses,
The local doctors knew that the citizens were ill and had many illnesses. But the state and the health service had produced over a dozen health reports telling them there was no problem, producing data silencing the citizens. So we came to the area and worked with the citizens, next, to produce a health study from their own perspective. We talked with the citizens and the local doctors, and we created a health study with all of their health questions. We went door to door, and we asked the citizens, have you ever been diagnosed with this illness or that illness? Until we had surveyed 10% of the population in a random fashion, in a random design. We found many illnesses compared to the local French population. Next. So you can see the data that we collected in a random fashion from the population, from their health questions, compared to the French national statistics. And you can see that there were elevated illnesses. But this data is not the citizens. So we held over 35 focus groups with volunteer citizens to help analyze the data. Next. We did analysis with focus groups in order to make meaning and to make the data stronger, a stronger voice for them. They had many ideas for new analyses with the data, of things to compare. Next. So the data from Fos-Epsil became the whistle that the citizens could finally blow. This study became a very loud voice for the citizens. Next. Okay, next. And the citizens could finally have a voice to sit at the table with the data of industry, with the data of the state, and have a relevant, rigorous science study that could have policy reach. Okay, last. And so the point I want to make is that that citizens oftentimes have a voice, but they're not heard. And participatory science can provide the megaphone to make the whistle so that their voice is heard. Now, Yolaine will translate. Donc, je vais traduire, mais très rapidement, puisque vous avez pu lire les diapos. Ce qu'on a souhaité faire avec l'étude Fos-Epsil, qui signifie étude participative en santé et environnement ancrée localement, c'est de donner un instrument, donc en l'occurrence un sifflet, dans lequel les habitants pourraient souffler ensuite pour dénoncer une alerte sanitaire locale. Donc nous avons noté, en arrivant sur la zone, que les docteurs et les habitants savaient qu'ils étaient malades, et que par contre les nombreuses études qui avaient été diligentées sur place montraient le contraire, qu'ils n'étaient pas malades. Il y en avait quand même une bonne douzaine qui ne concluaient pas à une alerte sanitaire. Donc nous avons décidé de créer cette étude de la santé locale en lien avec l'environnement. Et nous sommes allés dans les deux villes poser des questions aux habitants sur un échantillon aléatoire, en leur demandant s'ils avaient tel type de maladie ou tel autre, les mêmes questions à tout le monde. Donc nous avons trouvé dans nos résultats qu'il y avait effectivement de nombreuses maladies qui ressortaient du tableau, et en comparant avec les résultats à l'échelle nationale, nous avons pu voir qu'il y avait beaucoup même d'élévation par rapport, notamment dans le domaine du cancer, sur les diabètes et l'asthme cumulé. Vous avez pu voir le tableau. Nous avons ensuite, puisqu'on est une étude participative, analysé les données, avec les habitants, donc de manière extensive, au cours d'ateliers collaboratifs dans les deux villes.
Et les habitants nous ont donné beaucoup d'idées en fait, sur le contexte local et comment comparer les données, les présenter aussi et comment les utiliser surtout ensuite. Et finalement, notre conclusion, c'est que l'étude Fossepsial a été le sifflet dans lequel les habitants ont pu souffler, enfin, et ça les a conduits aussi à pouvoir s'asseoir avec des données à eux à la table des négociations. Et nous voudrions montrer que les études participatives donnent beaucoup de portée et sont en même temps pertinentes et rigoureuses. Et souvent la voix des habitants n'est pas entendue, mais les séances participatives peuvent être le mégaphone qui leur manque parfois. Ali. Alors Karim, lui, c'est vraiment un cas de lanceur d'alerte particulier. Il est transporteur routier, il est intérimaire du groupe Suez, ce qui est sous-traitant d'ArcelorMittal, et il a lancé l'alerte via une vidéo sur la question des produits toxiques. Karim a filmé le liquide acide qu'il était contraint de déverser dans la nature par son employeur et a communiqué ces images à la police, au ministère de l'Environnement et à la presse. Il a fait bien sûr l'objet d'une plainte en diffamation et le groupe ArcelorMittal conteste toute pollution à l'acide. Alors Karim, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a décidé à filmer et à divulguer ces images? Ben, déjà, on nous parle d'écologie tous les jours. Moi, ce que je faisais par rapport à un géant mondial de l'acier, c'était pas vraiment écolo. Non, c'est... Voilà, j'ai chargé des produits usagés. On me demandait lors de déverser ça au crassier de marche-pied. Et sous défaut, bon, le bout d'hydroxyde de fer, on disait que c'était la boue d'hydroxyde de fer. Et chaque fois que j'allais là-haut, je déversais l'acide dans le crassier. C'était votre mission quotidienne? Alors, oui. J'ai déversé l'acide et à force de voir les bestiaux par terre le lendemain, des marcassins, des biches. Et bon, Arcelor venait nettoyer tous les jours. Fallait pas laisser les preuves. Et bon, un ras-le-bol. Et niveau tenue de sécurité, j'en avais aucune. Alors vous avez décidé individuellement de filmer. Voilà. Pour déjà quand j'ai commencé à... j'ai fait cette vidéo pour montrer à des collègues chauffeurs routiers ce que je faisais. Ils m'ont dit, ah, t'es en Tunisie, t'es où? Je dis, non. Je suis à côté de la maison, je suis à Florange. Alors bon, ça a étonné. Et après j'ai une amie qui bosse au République à Lorrain. Elle m'a demandé si je pouvais utiliser les vidéos. Je l'avais transféré début janvier. Il y a eu tout l'hiver que ça a passé. Hiver, printemps, 28 juin, l'affaire a explosé et bon. Maintenant la vidéo a fait 5 millions de vues, mais bon, on attend toujours les résultats de la procureure de la République. Et vous vous êtes appuyé sur des associations ou pour faire la diffusion de ce document, ou vous avez fait ça vraiment seul? Seul. Au début seul. Tout seul. Au début j'étais vraiment seul. C'est pour ça maintenant, il faut s'entourer. Voilà. Maintenant, nous allons parler avec Pierre-Alain Manoni. Alors Pierre-Alain Manoni, il est enseignant à l'université de Nice-Sophia Antipolis, chercheur au CNRS, et vous avez été condamné en septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour délit de solidarité, pour avoir convoyé dans votre voiture 3 Érythréennes, dont une mineure, sous l'inculpation donc de aide au séjour et à la circulation de personnes en situation irrégulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer comment ça s'est passé, le cheminement qui a été le vôtre jusqu'à cette action, et est-ce qu'on peut dire que vous êtes un lanceur d'alerte par l'action, peut-être l'action spontanée? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors oui, effectivement, c'était une action spontanée, puisque je me suis retrouvé face à ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui étaient souffrantes,
qui avaient froid et qui étaient dans un lieu qui n'était pas adapté à leurs conditions. Elles étaient déjà en France, donc je les ai prises dans ma voiture pour les ramener chez moi et qu'elles soient soignées ensuite. Et donc j'ai été arrêté. La question qui s'est posée, en fait, c'est que très rapidement, l'avocat commis d'office m'a proposé de faire profil bas, de viser la relaxe, et donc de s'excuser, de ne pas médiatiser l'affaire, de s'excuser, de regretter, et puis là, c'était une relaxe garantie. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Ça ne m'a pas convenu, ça me gênait, ça me gênait. Et puis aussi vis-à-vis, je fais souvent réflexion à ça, c'est par rapport à mes enfants, par rapport à moi-même, mais aussi quelle image, quel message je passe à mes enfants, et puis quelle image ça passe aux enfants, à la génération qui vient, de laisser quelqu'un en détresse sur le bord de la route. Donc je pense que il y a eu quelque chose de lanceur d'alerte, peut-être à ce niveau-là, de faire le choix de médiatiser cette affaire-là, puisque les médias ont suivi, et de m'exposer, puisque ça a été le cas. J'ai été condamné par monsieur Estrosi, qui a dit que j'étais coupable de mettre la France en danger, de faire entrer des clandestins. Et puis la fachosphère aussi qui est toujours là au tournant, prêt à réagir. Donc il y a eu une décision d'assumer ce geste. Et puis, alors ce qui a beaucoup aidé, c'est d'avoir été tout de suite soutenu par tout un tas d'associations, et puis une mobilisation citoyenne qui fait que ça change tout en fait, de rentrer dans un tribunal quand on a des centaines de personnes qui sont derrière, c'est pas du tout la même chose. Voilà, il y a aussi une dimension sur la situation à la frontière, là, à proximité de Nice, qui fait référence aux lanceurs d'alerte, puisque on est dans une situation où le préfet a été condamné 3 fois, donc c'est vraiment un multirécidiviste, et qui continue de dire que tout se passe bien, Madame la Marquise, on respecte la loi, on est humain avec les personnes, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc voilà, les bénévoles et les gens qui sont engagés se retrouvent à dénoncer les actions de l'État, et on est dans une situation où là la protection, on ne peut pas avoir de protection, puisqu'on dénonce l'État, et l'État, on dénonce les actions du préfet, le préfet contredit et dit non, c'est pas vrai du tout, nous on respecte la loi. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Olivier Dubuquois, je ne peux pas vous voyez parce que nous sommes dans la même association. Donc tu es géographe universitaire, auteur, co-réalisateur de documentaires, lanceur d'alerte sur les boues rouges, et parallèlement, et de manière logique, tu animes l'association CA que tu as fondée pour que l'océan devienne un commun. Alors, les boues rouges, c'est un scandale qui est bien connu ici dans la région. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'être un lanceur d'alerte sur un scandale écologique qui dure depuis 50 ans? Est-ce que c'est possible d'être toujours lanceur d'alerte? Bon, déjà, ça s'inscrit du coup dans la longue durée, c'est très juste. Autrement dit, moi j'ai pris l'alerte au vol et je l'ai juste relancée à un moment où est-ce qu'elle était faiblarde, on va dire, puisque cette pollution, elle date pas de 50 ans, elle date de 50 ans où vous faites référence à la pollution et au rejet en mer de la partie intégrale, on va dire, des boues rouges, parce que le rejet en mer continue sur la partie liquide. Mais en fait, l'usine date de 1894, donc c'est une pollution qui a plus de 120 ans. Et les 70 premières années de son existence, donc les déchets étaient principalement stockés à terre et on retrouve des crassiers, ou alors à proximité aussi de l'usine. Les 50 années qui ont suivi, donc de 1966 jusqu'à fin 2015, donc on avait un rejet intégral de ces boues rouges en mer, avec très peu de stockage à terre, mais un petit peu quand même. Et depuis 2015, on a un rejet qui se poursuit en mer, d'un liquide toxique aussi, qui contient bien sûr des matières qui ne sont pas très
on va dire, préconisé pour la mer Méditerranée. Et on a un stockage à terre qui est très important, puisque sur la commune voisine de Gardanne, on a 350 000 tonnes à peu près, entre 300 et 400 000 tonnes, on ne sait pas exactement les chiffres, mais plus de 300 000 tonnes qui sont stockées par an. Voilà, derrière dans des collines, des vallons qui sont du côté de Bouloux-Bel-Air. Donc, moi, je ne vis pas du tout mon inscription dans ces actions pour essayer de connaître la toxicité de ces produits, connaître l'impact sanitaire, etc., comme un sacrifice, loin de là. Certes, on est obligé de faire preuve de ténacité, mais moi, je ne me suis jamais senti totalement seul. Pour la bonne et simple raison que il y a eu des lanceurs d'alerte aussi avant sur ce sujet. Il y a eu Alain Bombard dès le début justement de la pose de cette conduite. Il y a eu Yves Lancelot, etc. Il y en a eu pas mal d'autres. Et en fait, c'est un sujet qui a duré extrêmement longtemps et qui dure encore. C'est ce qu'on s'explique difficilement justement. Et donc là, tout l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de trouver comment mettre fin à ces pollutions. On pense que les solutions techniques, elles existent, entre autres, mais aussi de ne pas déstabiliser tout un territoire, parce que, bien évidemment, très souvent, on se retrouve dans un jeu de dupes où on nous dit, voilà, il y a les écologistes d'un côté, il y a ceux qui veulent préserver l'emploi de l'autre. On n'est pas du tout dans ce genre de logique, on n'est vraiment pas contre le maintien d'emploi, on n'est pas contre l'industrie de façon générale, on est contre les pollutions, et on entend bien y mettre un terme. Daniel Ibanez, vous êtes économiste des procédures collectives, dirigeant d'un cabinet de conseil, et vous vous êtes intéressé donc au dossier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin à l'occasion d'une enquête publique en janvier 2012. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Trafic en tout genre. Vous êtes également fondateur du salon des livres et l'alerte qui se tient chaque automne à la Maison des Métallos. C'est la 3e édition. Donc, de par votre position, vous avez mis le doigt sur des conflits d'intérêts liés à ce projet de ligne à grande vitesse. Expliquez-nous en quoi l'intérêt général n'a pas été respecté dans ce projet et quel a été le déclencheur de votre engagement. Oui, alors je suis venu avec mon cahier d'essai, ça fera un petit peu des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Je crois qu'un lanceur d'alerte, c'est avant tout une personne qui obéit à sa conscience de l'intérêt général, et je pense que tout le monde l'a démontré ici, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, finalement, est un lanceur d'alerte pour autant qu'il réponde à ça. Alors, je suis venu avec mon cahier d'essai parce que finalement, à l'école, j'ai appris mes tables. Et en fait, le truc, c'est quand même niveau CE2, CM1, vous voyez. Par exemple, je vous pose une petite question. Voilà, aujourd'hui, vous avez une voie ferrée existante qui vous permet de faire Paris-Milan en 5h15. Et là, on vous dit, mettons 30 milliards et faisons-le en 4h15. Vous voyez, alors vous posez la question CE2, CM1, normalement, vous avez une réponse. Après, on vous dit, oui, mais attendez, c'est un projet écologique, donc on va pouvoir mettre 1 million de camions qui traversent les Alpes sur le train. Alors là, vous dites, j'apprends mes tables, vous regardez que les Suisses et les Autrichiens ont des trains où ils ont 28 remorques sur chaque train qui monte, qui passe la montagne, tout ça, et qu'on a la même ligne qu'eux, et alors vous dites, tiens, puisqu'il y a possibilité de mettre 100 trains, 28 camions par 100 trains, ça fait 2800 camions, multiplié par 350, sortez sur la ligne existante, sortez vos calculettes, mais je le sais par cœur, 2800 remorques multipliées par 350 jours, ça fait 980 000 remorques en moins sur la route. Alors vous dites, si on en met 980 000 sur le train aujourd'hui avec la ligne existante, faut-il mettre 30 milliards d'euros pour 20 000 remorques de plus, vous voyez ? CE2, CM1. Alors ensuite de ça, toujours CE2, CM1, en fait on nous dit mais vous êtes qui vous pour vous intéresser à ça, hein, voilà. Et alors toujours CE2, CM1, il y a un texte d'ailleurs qu'on ferait bien d'apprendre au CE2, CM1 et même un petit peu plus tard. C'est un texte qui dit que chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça date que de 1789, donc vous voyez la transparence sur l'utilisation de l'argent public, c'est quelque chose finalement assez ancien. Il y a un deuxième article intéressant d'ailleurs, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Et vous voyez, ça, en fait, si on apprenait ça dans toutes les écoles, les 17 articles, ça tient sur une page A4, en fait, parce que la Marseillaise, c'est bien, c'est utile pour les stades de foot et les stades de rugby, mais finalement, l'ADN, le génome de la République, qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même quelque chose de bien. Et en fait, nous, ce que l'on fait ici, c'est ni plus ni moins d'exercer ce droit de citoyenneté. Et en fait, puisqu'on parlera tout à l'heure de protection des lanceurs d'alerte, je pense qu'il n'est pas inutile de se souvenir que la meilleure des protections pour les lanceurs d'alerte, c'est finalement un exercice le plus large possible de cet exercice des droits citoyens. Donc, comme vous l'avez vu, personne n'est un héros ici, simplement les gens exercent leurs droits, exercez-les, personne ne le fera pour vous. Alors nous finissons ce premier tour de parole avec Raymond Avrier, qui est là-bas, qui est à l'origine des révélations de plusieurs affaires politico-financières, notamment en 1994, le système de corruption autour du maire-ministre Alain Carignan, vous en souvenez-vous. C'est lui qui a révélé également l'affaire des sondages de l'Élysée. Il a mis en cause également des marchés publics illégaux ou des détournements d'argent public, notamment sur la gestion des autoroutes. Vous avez également été acteur de la remunicipalisation de l'eau à Grenoble. Peut-on dire, on a parlé de multirécidiviste tout à l'heure, que vous êtes un multirécidiviste bienveillant de l'alerte? Alors le terme de lancement de l'alerte est un terme qui n'est pas inintéressant. Par contre, je ne suis pas lanceur d'alerte. Nous sommes, chacun d'entre nous, des citoyens, des citoyennes qui doivent être avertis, éclairés, vigilants et actifs ou actives. Comme l'a rappelé Daniel Ibanez précédemment, ce sont les principes de ce qui est encore, peut-être pour quelques mois ou quelques années, espérons, une république, une chose publique. Et dans ce cadre, nous avons essayé d'agir collectivement. Karim, tout à l'heure, l'a dit, il est difficile d'agir seul, il est même indispensable de se retrouver collectivement pour agir. Et dans ce cadre, nous avons un mouvement sur notre région qui s'appelle Démocratie, Écologie, Solidarité, et qui a participé avec un porte-parole que j'ai été, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'avance, à la révélation d'un système de corruption généralisé sur notre région, mettant en cause donc un maire, ministre, président de conseil général, comme ça se produisait dans beaucoup d'autres villes du nord au sud. Vous voyez où je veux en venir, sans que ces révélations ne soient réellement engagées, car l'un des problèmes, c'est qu'il faut passer de l'incantation aux actes. Le faire collectivement et en même temps, dans ce cadre-là, il y a nécessité d'accéder aux informations, d'avoir une analyse pluraliste, car nul n'a la science infuse, donc avoir des expertises, qui a été le cas, vous l'avez remarqué, sur la démarche de recherche participative sur FOSS, de faire en sorte d'avoir un débat public contradictoire et de contrôler les choix qui sont faits. Et dans ce cadre, les affaires publiques sont publiques à condition qu'il y ait un public, nous, chacun d'entre nous, qui agit. Donc, l'intérêt de faire valoir nos droits, y compris en droit, suppose de se regrouper collectivement et de tenir dans la durée, puisqu'il nous a fallu de 1989 à 2000 pour remunicipaliser le service public de l'eau, qui maintenant est un service qui fonctionne bien, avec 3 fois plus d'entretien, renouvellement des canalisations et un tarif 20% à 50% moins cher que du temps du privé. Il nous a fallu plusieurs années avec l'association Anticorps pour révéler les sondages de l'Élysée, l'affaire des sondages de l'Élysée. Il faut être capable, dans ce cadre, de passer aux actes
de manière plus collective et donc peut-être de s'appuyer sur des gens qui lancent l'alerte, mais de le faire collectivement. Une question un peu plus transversale pour expliquer un petit peu ce que vivent ces lanceurs d'alerte. Je vais commencer par Karim. Par rapport aux conséquences sur la vie privée, qu'est-ce qui a changé depuis le jour où tout ça est sorti? Non. Ben, ce que j'ai gagné, j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu beaucoup. Surtout qu'on n'est pas entouré. J'ai perdu le problème de couple. Ouais, là, ça joue beaucoup. Une dépression. 2 mois et demi hospitalisé à l'hôpital militaire de l'Ouest. Sans confiance. Parce que bon, j'ai la Suez et ArcelorMittal, plus ma boîte d'intérim, le Val de French, comité de commune, sur mon dos. Voilà, on perd beaucoup. Et du bon côté, peut-être des soutiens inattendus. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu organisation de 2 cagnottes citoyennes. Oui, Arthur, qui est là, qui m'a voilà. accompagné. Voilà. Il m'a évité de faire des grosses conneries. Il m'a retenu, beaucoup. Voilà. L'association aussi à Boycott qui m'a soutenu, qui est là. Bon, les autres, je les attends toujours. Bon, il y a Caroline Chemet qui m'aide aussi. Site passeur d'alerte. Et les autres, bon. Greenpeace, je les attends. Bon, après, on verra. L'histoire n'est pas finie. C'est le début. C'est le début. C'est le début de l'histoire. Le début, ça fait pas encore 1 an. Mais bon, on attend. Ok. Alors, les conséquences de votre départ avec fracas, plus jeune de peu, de très peu. 25 à côté de moi. Les conséquences, bon, moi j'ai beaucoup d'admiration parce que je pense que quand je sais pas, moi je me considère pas comme un lanceur d'alerte, mais il y a des gens qui ont lancé l'alerte et qui ont perdu beaucoup, que ça soit personnellement, financièrement. Il y a une dimension financière. Moi j'ai eu ce problème-là, j'ai une grand-tante qui a fait un très bon mariage, donc j'étais à l'abri de ça. Et peut-être que ça m'a facilité la tâche, j'en sais rien. Mais c'est vrai que il y a quelque chose que je retiens et qui m'a particulièrement blessé. C'est que en démissionnant, j'ai voulu défendre peut-être la santé, les gens, les vrais gens, ceux qui avaient des vrais problèmes de santé, ceux qui ne peuvent pas accéder aux soins, des migrants, des fois, qui ne se font pas dépister le cancer du sein. Voilà. Je voulais défendre ça. Et vous savez, j'animais en tant qu'auteur un prix littéraire qui s'appelait le prix Faut Lire, qui est une très belle initiative, qui est un prix qui est décerné par des patients d'obstétro-psychiatrique, qui n'était pas financé par l'État, en plus, qui était financé par une banque, dont je ne dirai pas le nom, mais qui a un petit animal rongeur voilà, comme sponsor. Et une semaine après ma démission, alors que moi j'organisais ce prix, qui était une très très belle initiative humaine, une très belle aventure, je reçois un texto en me disant que c'est fini, tu vas plus t'occuper de ce prix-là. Et c'est quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a blessé, parce que je me suis dit, mais finalement j'ai essayé de défendre la santé, je me suis inscrit dans un idéal. Daniel évoquait le fait d'être en accord avec sa conscience. Il y a un mot qu'on oublie souvent, c'est l'honneur. Ça fait un peu moyenâgeux, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Et voilà, je pense qu'on risque beaucoup, mais aussi on peut aider beaucoup, on peut aider les gens, on peut changer le monde. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. À mesurer l'incidence de votre démarche. Yes, there's been a number of impacts from this study. We are finding, for example, the mayor of one of the towns is using the study to stop the enlargement of the incinerator to burn the garbage of Marseille. He is in that process. Several politicians have used the study to try and enforce environmental regulations among some of the worst polluters, the companies there. The French Health Service has at least made some voice to the idea of providing more specialist doctors to the people in those towns.
Doctors at the local hospital have now begun to make studies around some of the connection between these illnesses, because we found in our study that there is a connection between illnesses, and people have multiple illnesses. They're now, one of the organizations, the associations, is now applied for a grant to study diabetes type 1, an autoimmune disease. And so there's a lot of outcomes, and the study has not even been out 1 year. On a pu déjà relever un nombre assez grand d'impacts sur place, notamment les maires qui utilisent les données de l'étude pour stopper l'agrandissement du volume, du tonnage traité par exemple dans l'incinérateur des déchets ménagers de Marseille qui se trouve à Fos. Des services de l'État aussi se servent de l'étude pour obliger les pollueurs majeurs de la zone à respecter les réglementations quand même. Dans d'autres services de l'État, on a noté aussi au passage de notre étude que peut-être plus de spécialistes étaient nécessaires sur place pour traiter les personnes qui étaient malades directement sur place et non pas dans votre ville. Les médecins locaux aussi dans les hôpitaux locaux ont commencé à développer des projets d'études qui étudient les connexions entre les différentes maladies que l'étude a relevées. Un institut aussi sur place a proposé une étude qui investigue, qui enquête plus en avant sur le diabète de type 1. Et ça fait seulement 1 an que nos résultats, enfin seulement, et déjà 1 an quand même, que nos résultats sont publics. Donc on pense qu'il y aurait d'autres impacts. Est-ce que vous arrivez à mesurer un petit peu l'impact de votre alerte? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte, pas de malédiction, mais de poids qui fait que quand l'alerte est passée, le scandale a quand même tendance à perdurer un peu? Oui et non. Moi, ma satisfaction, avec évidemment les remarques qui ont été faites sur le collectif et sa famille, son entourage, et je voudrais dire que je pense qu'on est tous d'accord, on l'aime Karim, je pense que c'est indiscutable, parce que c'est important ça. Mais, moi, personnellement, ce qui m'a soutenu, c'est quand on a pu faire, d'ailleurs, il y a des personnes dans la salle qui vont intervenir dans la prochaine table ronde, on a fait un film qui passait sur Arte qui s'appelle Water Makes Money. Il y en a un deuxième qui a été fait aussi avec des gens qui vont intervenir, Fabrice Risoli qui est dans la salle, je crois, Le poison de la mafia, avec le rôle de la mafia calabraise de Veolia sur les déchets nucléaires en Calabre. Il y a un film qui est encore sorti plus récemment, qui s'appelle Les guerres secrètes de l'eau en Europe. Il va y avoir un cache investigation au mois de mars sur les questions aussi de l'eau. Il y en aura un autre aussi sur le problème du chauffage urbain. Donc ce que je veux dire, c'est que, pour ce qui me concerne, et je pense que ça sera partagé, c'est vrai que les journalistes d'investigation comme Élise Lucet et quelques autres nous ont quand même permis de pouvoir montrer au grand public ces choses-là, et je pense que c'est un moyen de protection pour nous. Alors, je voudrais aussi rendre hommage, alors c'est pas forcément le même débat, mais je tiens, parce que j'ai une affaire que je souhaitais mener à terme avec mon association Le Fric, mais comme on n'est pas assez ancien, je voudrais rendre hommage à Anticor, qui a réussi à déposer une plainte à constitution de partie civile contre l'ineffable Richard Ferrand sur l'affaire, vraiment une affaire scandaleuse, et qu'en plus le formateur des 315 nouveaux députés de la République En Marche, on peut craindre quelque chose. Et je vais, parce que j'ai eu un décès dans ma famille proche, et j'ai constaté encore une fois que les marchés publics, ça existe aussi au niveau de la mort, à travers les pompes funèbres, et je vais faire un livre qui va sortir en fin d'année, ça sera le business de fin de vie, parce que là encore, les gens en détresse, on les exploite. Daniel Ibanez, vous avez écrit un ouvrage, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la place d'un livre, de l'existence d'un livre dans l'arsenal d'un lanceur d'alerte? J'en ai écrit 2, parce que j'ai réitéré, le deuxième ça s'appelle Lyon-Turin, les réseaux des rails. Très très amusant, beaucoup d'humour. J'ai vu que tout le monde était très intéressé par les cours de CE2, CM1, donc je vous propose un truc un petit peu plus local. Vous connaissez Perpignan, vous connaissez Figueras. Perpignan-Figueras, vous avez 10 000 camions qui passent par jour sur le Pertus, là. Sur la route, bien sûr. Vous avez entre Lyon et Barcelone 8 millions d'habitants à peu près.
Et donc Perpignan-Figueras, ça a coûté 25 millions d'euros du kilomètre. Ça a été mis en liquidation judiciaire au bout de 4 ans. La question, puisqu'on est en CE2, CM1, c'est avec le Lyon-Turin qui coûte 150 millions d'euros du kilomètre, 6 fois plus cher, mais qui va connecter 2 fois moins de population pour 3 fois moins de camions. Quand est-ce qu'on est en liquidation judiciaire? Voilà. Alors, vous voyez, c'est un truc compliqué. Alors, le livre, en fait, c'est simplement dire qu'il y a des choses qui sont des évidences simplistes. En fait, sur les projets, on vous sert beaucoup d'évidences simplistes. Par exemple, je vous en sers une. Alors, on fait une ligne nouvelle ferroviaire, le Lyon-Turin, c'est super. On va faire une ligne mixte fret voyageurs. Alors là, vous vous dites tous, super, on fait des économies. Ouais. Alors, vous prenez un train de marchandises qui rentre dans un tunnel de 57 km à 100 km/h. Il met 34 minutes pour traverser. Mais là, vous avez un train de voyageurs qui arrive à 200 km/h. Et donc, il rattrape le train qui roule à 100 km/h, puisque lui ne met que 17 minutes. C'est toujours du CE2 CM1. Hein. Et alors, la question, c'est comment on fait? Alors, en fait, les Suisses ont trouvé la solution. Ils prennent le train de fret, ils arrêtent le premier, ils arrêtent le deuxième, ils arrêtent le troisième. Et donc, les trains de fret, grâce à la mixité d'usage qui nous fait faire des économies, au lieu de traverser les 57 km en 34 minutes, les traversent en 74 minutes. Ça coûte juste 30 milliards. Écoulé, on va prendre juste 3 minutes supplémentaires en accueillant un autre lanceur d'alerte, parce qu'un lanceur d'alerte peut en cacher un autre. Il s'appelle Bruno Charéron, il est directeur scientifique à la CRIRAD. Et voilà. Merci. Je vous laisse la parole pendant 3 minutes. Je voulais témoigner de l'importance de soutenir les lanceurs d'alerte d'un point de vue scientifique. Je parle là du problème de la radioactivité. Un organisme comme la CRIRAD, qui est une association à but non lucratif, apporte aux citoyens qui sont, eux, des lanceurs d'alerte, une connaissance sur la radioactivité qu'ils subissent. Ça peut être les travailleurs, ça peut être les riverains d'une installation, ça peut être, dans les citoyens, on peut mettre d'ailleurs les journalistes aussi. Et tout à l'heure, Madame citait la notion du sifflet et de celui qui souffle dans le sifflet. Les outils scientifiques indépendants peuvent être considérés comme des sifflets qui sont mis à la disposition des souffleurs qui, très souvent, vont être vous et moi, c'est-à-dire des citoyens qui ont envie de comprendre et qui ont envie de s'investir. Et par rapport à ça, il y a 2 mots qui me paraissent très importants. C'est la connaissance, c'est-à-dire que pour lancer une alerte, il faut d'abord avoir la connaissance qu'il y a un problème. Et par rapport à la radioactivité, évidemment, il faut avoir un certain nombre d'outils intellectuels et d'équipements, mais c'est à la portée de pratiquement tous les citoyens. Et puis le deuxième point, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple autour des mines d'uranium, je pense au cas du Niger, les travailleurs, les citoyens qui vivent autour de ces mines d'Areva et qui sont soumis à cette radioactivité, à partir du moment où on leur montre qu'ils peuvent la mesurer et qu'on leur donne confiance en eux-mêmes et en leur capacité à monter au créneau, à prendre la parole dans les médias, ça participe aussi à ce processus de lancement de l'alerte. Et là, je voudrais rendre hommage aux citoyens qui soutiennent les associations, parce que c'est à travers leur cotisation que nous pouvons faire notre travail pour apporter un soutien aux lanceurs d'alerte qui sont sur le terrain, que ce soit des citoyens ou que ce soit des syndicalistes. Alors bien sûr, par rapport au problème de la radioactivité et du nucléaire, il y aurait beaucoup à faire. On n'a pas réussi, par exemple, à obtenir, au niveau de l'Europe, que soient fixés des niveaux acceptables de contamination en cas de catastrophe nucléaire, parce que par rapport au lobby nucléaire, on n'est pas assez nombreux. Et là aussi, ce travail de lancement d'alerte, il faut l'amplifier à travers la coopération de médias qui sont vraiment à nos côtés pour faire comprendre au plus grand nombre l'ensemble des mensonges autour de nous sur la radioactivité. Merci.